Bonjour, c'est votre journal de veille en pelvipérinéologie du 10 janvier 2026 en version pluriprofessionnelle proposé par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris 15. C'est le premier journal de l'année. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année. C'est une synthèse d'informations scientifiques, pas un avis médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 65 articles. J'en retiens une sélection orientée douleurs, douleurs sexuelles, douleurs pelviennes chroniques, douleurs anopérinéales et douleurs liées aux procédures, tout en ajoutant quelques papiers très utiles pour l'organisation des soins et la continence. À la une, The Journal of Sexual Medicine, Zulfi Karoglouf. Vaginismus Treatment, a Systematic Review and Meta-Analysis of Contemporary Therapeutic Approaches. Cette revue systématique avec méta-analyse compare les approches contemporaines du vaginisme et le message le plus robuste est clinique. Les stratégies combinées semblent obtenir les meilleurs résultats. Dans le résumé, les auteurs rapportent des taux de succès élevés pour plusieurs modalités, montant comme avec un meilleur niveau pour les programmes intégrant plusieurs dimensions, psychosexuelles, exposition graduée, travail du plancher pelvien, outils type dilatateur. Ils citent notamment un succès autour de 86% pour les interventions combinées et des taux élevés également pour la thérapie cognitivo-comportementale, la toxine botulique, la physiothérapie du plancher pelvien et les dilatateurs. Les auteurs insistent sur l'hétérogénéité des protocoles, ce qui renforce l'intérêt de critères de succès partagés et d'un suivi au-delà du court terme. The Journal of Sexual Medicine, Enzelsberger, SH et Hall. Painful Sexual Position in Endometriosis Patients, de PSST Study à Prospective Cohort Study. Étude prospective sur un angle très concret, la dyspareunie peut être fortement dépendante de la position. Dans le résumé, 83,1% des participantes rapportent une dyspareunie profonde et 68,3% une dyspareunie dite positionnelle. Pour la pratique, ce papier encourage à affiner l'anamnèse. Identifier les positions, les angles, la profondeur, le contrôle du rythme et la possibilité de pause change la pertinence des conseils. En pluripro, c'est aussi un outil de communication. Un langage commun position déclenchante peut guider l'éducation, la rééducation, l'adaptation de la sexualité et la décision de rediscuter un traitement médical ou une stratégie chirurgicale selon la topographie des lésions. Nature Communication, Rosenthal SB et Halle. À large scale multi-ancestry genome-wide association study of chronic prostatitis, chronic pelvic pain syndrome in men. Grande étude génétique de type GWAS dans une large cohorte multi-ascendance, centrée sur le syndrome prostatite chronique ou douleur pelvienne chronique chez l'homme. Le résumé souligne des loci associés et discute des implications biologiques potentielles. Ce n'est pas un papier de prise en charge, mais il renforce une idée utile. Ces syndromes ont une hétérogénéité réelle et il est rationnel de phénotyper avant de faire plus de la même chose. En clinique, cela plaide pour distinguer profils dominés par la douleur, par les symptômes urinaires, par l'atteinte sexuelle et par les comorbidités, sommeil, anxiété, hypersensibilisation, afin d'ajuster l'intensité et le type de prise en charge. Scandinavian Cardiovascular Journal, SCJ, Sarabuyik Chakmak B et al. Assessment of endothelial dysfunction in women with primary dysmenorrhea. Travail exploratoire sur la dysménorrhée primaire et des marqueurs de dysfonction endothéliale. Les auteurs comparent à des femmes testées avec dysménorrhée primaire à des témoins et rapportent des différences de mesure vasculaire. Là encore, mais ce n'est pas un essai thérapeutique, mais un rappel, en fait, chez certaines patientes, la douleur cyclique peut s'inscrire dans un terrain plus large, inflammation, vascularité, fatigue, tolérance à l'effort. En pluripro, cela soutient l'intérêt d'une évaluation globale plutôt qu'un raisonnement strictement local. Pour la pratique, The American Journal of Gastroenterology, Reinisch, W et al. Clinical Trial Endpoints for Perianal Fistulizing Crohn's Disease. Papier de méthodologie appliqué aux essais sur la maladie de Crohn fistulisante périnéale, quelles variables mesurer et comment éviter de conclure sur de mauvais critères. Les auteurs discutant les limites des endpoints purement cliniques et la nécessité d'intégrer imagerie et résultats centrés patients. Pour une équipe, l'enjeu dépasse la recherche. Si on ne mesure pas douleur, suppuration, retentissement, sexualité en qualité de vie, on risque de surestimer une guérison et de sous-estimer ce qui compte pour le patient. C'est un texte utile pour harmoniser les objectifs entre gastro-entérologie, chirurgie, soins infirmiers et rééducation. Technique in coloproctology, Fritz S. et al. Therapy and Long-Term Outcomes of Acute Anal Fissure.
A high volume referral center experience with 623 patients, série de 623 patients suivis dans un centre de référence pour fissure anale aiguë. Les auteurs rapportent une guérison complète dans 70,5% des cas et une récidive dans 28,9%. Pour la douleur, le message est très simple. La fissure aiguë peut évoluer vers des trajectoires longues et les récidives ne sont pas rares. En pratique, cela renforce l'intérêt d'un suivi structuré qui traite la cause mécanique et comportementale, constipation, hypertonie, évitement, peur de la défécation, avec des repères clairs sur quand réévaluer, quand intensifier et quand adresser. Health Science Reports, Golezar MH et Al. Arterial Embolization for the Internal Hemorrhoids Management, a Systematic Review. Revue systématique sur l'embolisation artérielle des hémorroïdes internes. 15 études sont incluses. Le résumé indique qu'aucune complication majeure ou décès n'est rapportée dans 12 études et qu'une réembolisation est décrite chez 27 patients sur 229, 11,79%, souvent dans un contexte de récidive symptomatique. Pour les non-interventionnels, l'intérêt est de connaître l'option, ses promesses et ses limites. Elle peut devenir une alternative pour certains patients réfractaires ou conservateurs, mais les données restent hétérogènes et l'indication doit être discutée au cas par cas. BGU international, Alkanati A et AL. Subcutaneous local anesthetic after transperineal prostate biopsy under general anesthesia. A randomized trial. Essai randomisé en double aveugle sur une question de douleur post-procédure. Après biopsie prostatique transpérinéale sous anesthésie générale, l'injection sous-cutanée de bupivacaïne réduit la douleur modérée à sévère. Dans le résumé, elle passe de 22,5% dans le groupe contrôle à 8,7% dans le groupe anesthésique, avec un nombre de sujets à traiter annoncé à 7. C'est un papier petit geste, grand impact. Il parle d'analgésie, de récupération, de sommeil et potentiellement d'acceptabilité de la procédure, ce qui concerne directement urologie, anesthésie et douleur. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, Abaza par Nimervetal, Joint Hypermobility Syndrome for the Urogynecologist, a Narrative Review. Revue narrative sur l'hypermobilité articulaire et ses implications urogynécologiques. L'intérêt en douleur est surtout dans la lecture terrain. Et certains profils associent douleur diffuse, instabilité, troubles du contrôle moteur et symptômes pelviens. Il soutient un raisonnement intégratif plutôt qu'une focalisation exclusive sur un organe. Organisation des soins et continence thérapeutique, Advances in Urology, Fribourg-Liendo RA et AL, Association between sodium or salt intake and lower urinary tract symptoms, a systematic review. Revue systématique sur le lien entre consommation de sel et symptômes du bas appareil urinaire. Sur 3085 références, 10 études sont incluses. Le signal rapporté est une association possible entre apport élevé en sel et lutte, avec des limites méthodologiques importantes. Le message pratique, ce n'est pas une cause unique, mais un facteur potentiellement modifiable à intégrer dans une approche globale, surtout chez des patients avec HTA, syndrome métabolique ou troubles du sommeil. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, Morganelli J. et ESL. Role of mediolateral or lateral episiotomy in preventing obstetric anal sphincter injury, OASI, in nulliparous women undergoing vacuum-assisted delivery. A systematic review and meta-analysis. Revue systématique et méta-analyse sur l'épisiotomie médiolatérale ou latérale lors des extractions instrumentales par ventouse avec un objectif de prévention des lésions obstétricales, du sphincter anal. 31 études, dont 3 essais randomisés, en sont incluses. Le résumé décrit une réduction du risque d'OASI, mais souligne aussi une forte hétérogénéité dans l'analyse principale. Pour une équipe, l'intérêt est de déplacer la discussion. Au-delà du pour ou contre, il faut préciser le sous-groupe, la technique et surtout le plan de suivi douleur, fonction, sexualité. The French Journal of Urology, Blanchard 5-1, Marmin C, Pizzoferrato essai, Feasibility and Effectiveness of Pelvic Floor Telerehabilitation, a Retrospective Pilot Study. Étude pilote rétrospective sur la télérééducation du plancher pelvien chez 48 patientes. Les participantes reçoivent en moyenne 9,3 séances et les scores ICIQ-SF et Contilifé s'améliorent. 83,4% déclarent ne se sentir mieux ou beaucoup mieux sur le PGII. Ce n'est pas une preuve comparative, mais un signal utile sur faisabilité et adhésion. En pluripro, cela ouvre la voie aux parcours hybrides avec critères simples de triage.
qui peut aller en télésoin, qui doit être vu en présentiel et comment sécuriser le suivi. Médecine, Jiang Te et Al, Electroacupuncture for Post-Stroke Urinary Incontinence et Systematic Scoping Review, revue de portée sur l'électroacupuncture dans l'incontinence urinaire post-AVC. 58 publications sont incluses, dont 49 essais cliniques, principalement menés en Chine entre 2008 et 2022. Le papier sert surtout de cartographie. On a quel protocole, quel outcomes, quelle sécurité rapportée. Pour les équipes de essais de neurorééducation, l'intérêt est de repérer ce qui est reproductible et ce qui mérite un essai pragmatique mieux standardisé. Pulmonology, Gravier, F, EI et SLA. Urinary incontinence is common among people attending pulmonary rehabilitation. Yet, pulmonary rehabilitation has a small effect on urinary symptoms. Et Multicenter Prospective Cohort Study, cohorte prospective multicentrique en réadaptation respiratoire sur 341 personnes et béants avec maladie respiratoire chronique. Le résumé rapporte une prévalence d'incontinence urinaire de 38%, IC 95 pour 132 à 44 et une prévalence globalement inchangée après le programme. Message simple, dépister et adresser l'incontinence dans des parcours où on ne l'attend pas, car elle influence l'effort, l'adhésion et la qualité de vie. International Urogynecology Journal, Chen-Ji, Ceruto E, Nouse E, a non-invasive monitoring of bulking agent with 3D ultrasonography et scoping review. Revue de portée sur le suivi non invasif des agents de comblement après injection transpérinéale pour incontinence d'effort, en particulier via l'échographie tridimensionnelle. L'intérêt est organisationnel, mieux documenter la position et la persistance du produit et potentiellement relier imagerie, symptômes et décision de réintervenir. The French Journal of Urology, Main A et al. Adjustable Retropubic Sling RIMI-XAR for the treatment of male stress urinary incontinence after prostatectomy, middle term results and patient satisfaction. Série avec suivi moyen de 48 mois sur la bandelette rétropubienne ajustable Remex chez l'incontinence masculine après prostatectomie. Le résumé rapporte une continence sociale, 0 à 1 protection par jour, dans 55%. Des cas, une amélioration d'au moins 50% du pas de test à 24 heures dans 71% et une baisse moyenne du pas de test de 218,7 grammes à 98,1 grammes. L'ajustabilité est très fréquemment nécessaire, 4,29%, surtout dans les 6 premiers mois, avec une explantation à 6% et pas d'érosion urétrale rapportée. Pour la pratique, c'est un papier utile pour informer bénéfices possibles, mais trajectoire qui inclut souvent des ajustements. World Journal of Surgery, Fitzpatrick S. E et ALD. Prevalence of symptomatic established rectus diastasis of parity in primiparous women, a prospective cohort study from early pregnancy to 1 year postpartum. Cohorte prospective de nullipare suivie de la grossesse à 1 an du postpartum. À 12 mois, la proportion de diastasis des grands droits est donnée à 30,3% et celle de diastasis symptomatique établie à 25%. Les femmes concernées rapportent davantage de douleurs abdominales et une moins bonne qualité de vie liée au périnée. En pluripro, l'intérêt est fait de relier symptômes, fonction et trajectoire. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure anatomique, mais d'un retentissement qui peut croiser douleur, continence et activité physique. Bref, Journal of Burn Care and Research, official publication of the American Burn Association, Schmidt AC et al. Diverting ostomy practices in burn surgeons treating full thickness perianal injuries. En brûlologie, enquête sur les pratiques d'endostomie de dérivation chez les chirurgiens prenant en charge des lésions périnéales profondes. Ce n'est pas une lecture rééducation, mais un rappel que la prise en charge des blessures anopérinéales graves repose aussi sur des choix de protection tissulaire avec des conséquences fonctionnelles et douloureuses à long terme. The French Journal of Urology, Meyer F. et al. Impact of new decrease on pelvic implant surgery in France. Results of a national survey among urologists and gynecologists. En France, enquête nationale sur l'impact des nouveaux décrets encadrant la chirurgie des implants pelviens. 431 praticiens répondent. Le résumé rapporte que 53% se disent significativement impactés pour l'incontinence et 46% pour le prolapsus, avec une inquiétude sur la perte d'autorisation et l'orientation des patients. Seuls 32% pensent que les seuils amélioreront les soins. Pour le terrain, c'est un papier système. Il parle d'accès,
De volume d'activité, de formation et donc indirectement de délai de prise en charge et de parcours rééducatif. Conclusion, si je devais retenir un fil conducteur, c'est celui de la douleur comme phénomène multidéterminé. Elle dépend de la physiologie et des tissus, mais aussi du contexte, des positions, des attentes, des méthodes de mesure et du parcours de soins. Les papiers utiles sont ceux qui aident à mieux combiner les approches, mesurer ce qui compte et organiser le suivi. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager.